Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il fait assez beau, les rues sont animées à Paris en ce matin de mars 1550. On est en plein milieu du beau XVIe siècle. Nous sommes sur la montagne Sainte-Geneviève, en plein cœur de ce quartier latin qu'on appelle ainsi parce qu'il est certes d'origine romaine, mais parce qu'il est surtout très estudiantin. On y parle partout le latin. Si vous tendez un petit peu l'oreille, vous l'entendrez, cette langue latine dans laquelle sont transmis les enseignements de l'époque. Et les étudiants, pour ne pas changer, peut-être aussi pour s'entraîner un peu, ont tendance entre eux à parler le latin. Il faut vous dire qu'ils viennent de bien des endroits différents à travers toute l'Europe. Le latin, à l'époque, c'est la langue universelle. Ce quartier latin, en mars 1550, nous permet de découvrir un homme qui est en train là de frayer son chemin parmi les étudiants. Il entre chez son libraire qui d'ailleurs se trouve être imprimeur, c'est comme ça que ça se passe à l'époque. Il possède le privilège qui a été accordé par l'autorité royale, bien entendu, le privilège du roi avec approbation et privilège, comme on disait à l'époque. Il a le droit donc d'imprimer. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que ça fait pas très longtemps qu'existe l'imprimerie ? Ça fait moins d'un siècle. Et la vérité, c'est qu'on ne voit des presses d'imprimerie se développer et permettre l'impression en grande quantité des ouvrages seulement depuis 30 ou 35 ans. Le libraire imprimeur, s'appelle Guillaume Cavela. Sur ses ouvrages, il est écrit qu'il est installé à l'enseigne de la Poule Grasse devant le collège de Cambrai. C'est donc à cette enseigne que Pierre de Ronsard s'arrête. Il est là pour constater l'impression de l'ouvrage qui doit être diffusé là très bientôt. Si tout va bien, dès demain, on verra paraître l'ouvrage. Guillaume tend à Pierre de Ronsard ce feuillet de 24 pages qui s'intitule « 4 premiers livres des Odes ». Et parmi ces feuillets, il y en a un qui s'intitule « Ode à la paix ». Eh oui, je vous ai dit qu'on est en 1550. Henri II vient de signer la paix avec l'Angleterre. Et il s'agit maintenant de louer l'œuvre du roi et de lui tresser tous les lauriers qu'il mérite, n'est-ce pas ? Sur la première page se trouve donc l'emblème de l'imprimeur, la fameuse Poule Grasse. Et il est indiqué au-dessous du titre par Pierre de Ronsard, Vendômois au roi. Oui, Pierre de Ronsard s'adresse directement au souverain. Il parle à Henri II, et voici ce qu'on peut lire. « Prince, je t'envoie cette ode, trafiquant mes vers à la mode, que le marchand baille son bien, troc pour troc, toi qui es riche, toi, roi des biens, ne sois point chiche de changer ton présent au mien, ne te lasse point de donner, et tu verras comme j'accorde l'honneur que je promets sonner quand un présent d'or m'accorde. » Eh ben au moins, ça s'appelle être clair. Ronsard ne passe pas par 4 chemins. Il offre ses services au roi pour louer son action et en échange, il a bien l'intention de recevoir quelques faveurs, des faveurs sonnantes et trébuchantes qu'il espère le plus nombreuses possible. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'était pas rare, bien sûr, à l'époque que les poètes offrent leurs services aux puissants. C'était d'ailleurs la façon qu'ils avaient de vivre. La poésie, à l'époque, se marchande d'une certaine manière. Et dans la démarche de Pierre de Ronsard, il y a quelque chose d'assez différent de ce qu'on avait vu jusqu'alors. C'est ça qui est intéressant. Voici ce que nous dit Michel Simonin dans sa biographie de Pierre de Ronsard. Je le cite. Ce recueil de 12 feuillets se voulait l'illustration des capacités héroïques d'un jeune homme qui entendait bien donner au plus tôt à la France et à son maître l'épopée qui lui manquait. Comme l'ode de la paix se donnait des allures de plan du vaste édifice, le lecteur royal pouvait supposer que son poète y avait déjà longuement songé et qu'un encouragement pouvait suffire à l'engager dans la construction. Il ne manquait guère qu'un peu d'argent coulant de ses grandes mains libérales. C'est comme ça que parle Ronsard. Ce que Ronsard proposait, nous dit Michel Simonin, n'était autre
qu'un troc, à quoi la mentalité primitive de l'époque saurait être sensible sur un pied d'égalité qui pouvait néanmoins déplaire à Henri II. Oui, c'est quand même pas très fréquent de se placer exactement sur le même pied et de dire au roi, écoute, voilà, moi je te donne l'épopée dont la France a besoin et toi en échange tu me donnes de quoi dorer ma corde, si je ne m'abuse. Hein. C'est bien les termes qu'employait Ronsard. Il y a là quelque chose d'assez franc, d'assez ouvert, qui pourrait presque faire penser à la manière dont les bouffons de cour, vous savez, les fous de l'époque, s'adressaient au souverain. Il existe entre le roi et ceux qui viennent lui faire leur cour une sorte de connivence dans laquelle Ronsard se coule à dessein et avec visiblement beaucoup de facilité. Je cite de nouveau Michel Simonin. Dans nombre de manuscrits médiévaux, comme dans les gravures sur bois contemporaines, on peut voir l'auteur le genou plié, tendant à son protecteur le fruit de son travail, dans l'attente d'une reconnaissance éventuelle. Ici, Ronsard inverse les rôles. Contre une promesse, il attend le salaire anticipé de l'œuvre à venir. C'est au roi à lui faire confiance, et non à lui à parier sur une récompense hypothétique. Quoi qu'il en soit de cette habileté prudente, Ronsard s'engage non sur la route de son Loire, mais dans les couloirs du Louvre ou de Fontainebleau, et il n'a pas fini, malgré qu'il en ait, de donner des gages. Henri II entre-t-il en crise avec Rome à propos des petites dettes, ces redevances que l'Église gallicane répugne à payer au pape, que son poète, exact Publicis, met en ode la position officielle. Il n'est pas jusqu'au trafic des bénéfices qu'il ne dénonce d'une main, tout en tendant l'autre, afin d'obtenir quelques cures supplémentaires. Bref, loin de fuir la condition de poète courtisan, il s'emploie plutôt à la promouvoir, sous réserve qu'à ce statut soit attaché un lustre et des avantages plus grand que pour ses prédécesseurs. Ronsard a placé la barre assez haut, il se met sur le piédestal auquel il croit pouvoir prétendre, à savoir si maintenant le roi va l'écouter. La vérité, c'est que rien n'est moins sûr. Vous écoutez Radio Classique. Ça y est, les odes de Monsieur Ronsard sont publiées dans le tout petit monde de la cour, des lettrés, de ce qu'il y a d'élégant en France. Tout le monde a entendu parler de ça. Certains ont consulté le petit ouvrage, on se le passe de main en main. On a été surpris quand même par certains passages. Le plus curieux n'était pas cette adresse au roi que vous avez entendue. Le plus audacieux, c'est la façon dont Ronsard parlait des poètes de cour. Autant vous dire qu'il n'en parle pas en bien, parce qu'il s'agit de faire sa propre publicité, bien entendu. Pour le moment, les œuvres de Ronsard et de ses petits amis de la Pléiade, je pense à Joachim du Bellay, bien sûr, mais aussi à Jean-Antoine de Baïf, très important, ou d'Étienne Jodelle. Il y aurait aussi Rémi Bello à citer, Jean Dorat, Jacques Pelletier du Mans, Pontus de Thiard. On les a oubliés, les poètes de la Pléiade, mais ils sont en train de révolutionner la langue et la manière de s'exprimer en vers. D'ailleurs, à l'époque, on ne dit pas encore Pléiade. Hein. C'est 3 ans plus tard qu'on parlera de Pléiade. Pour l'instant, on parle encore de la brigade qui voudrait en tout cas faire du français une langue aussi noble, aussi littéraire qu'a pu l'être le latin de Virgile et de Cicéron, à l'imitation de l'italien, qui avait déjà commencé ce processus d'enrichissement sous le règne de Dante, de Pétrarque, du Boccace, bien entendu, qui seront les 3 sources d'inspiration majeures de nos jeunes poètes français. On dit que la Renaissance, c'est la résurgence des textes anciens dans la littérature moderne. C'est d'abord peut-être et avant tout l'alignement de nos poètes sur les grands poètes de la Renaissance italienne. Autour du roi Henri II, c'est encore la vieille école qu'à voix au chapitre à l'époque, les élèves de Clément Marot, qui évidemment ne voient pas du tout d'un bon œil cette jeune école qui est en train de leur pousser un petit peu dans les reins. Parmi les adversaires de Ronsard, il y en a un qui veut carrément rabaisser l'orgueil du jeune Vendômois. Il s'appelle Mélin de Saint-Gelais. Mélin de Saint-Gelais, qui a 30 ans de plus que Ronsard. Ronsard en a 26 à l'époque, donc lui en a 56.
Mélin de Saint-Gelais à l'oreille du roi. C'est un rival qu'il s'agit de détrôner, si vous voulez que la brigade prenne l'importance qu'elle considère devoir recevoir. Mélin de Saint-Gelais sait très bien qu'il est considéré comme quelqu'un d'un peu dépassé. Alors, un beau jour d'avril 1550, il prend les 4 feuillets que Ronsard vient de faire publier, il en note les passages les plus orgueilleux et il décide d'en faire lecture à Henri II et à quelques proches. Mais inutile de vous dire que la lecture en question ne va pas être très flatteuse. Il essaie de rendre ça ridicule, Saint-Gelais, pour pas dire même comique. Et c'est vrai que Henri II se met à rire. Il rit beaucoup, mais ce qu'il y a de pire, c'est que Mélin de Saint-Gelais fait en sorte que tout cela se sache. On sait que le roi a beaucoup ri des vers ridicules de ce fameux Ronsard. Humiliation terrible. Oh, il est d'une colère, Ronsard. Il maudit ce Saint-Gelais qu'il estime être de la vieille école croupissante et il va écrire ce qu'on doit pouvoir qualifier de vers de colère à propos de cette mésaventure qu'on appelle un méchef à l'époque. Écarte loin de mon chef tout malheur et tous mes chefs. Préserve-moi d'infamie, de toute langue ennemie et de tout acte malin, et fais que devant mon prince désormais plus ne me pince la tenaille de Mélin. Mélin, malin, d'ailleurs on joue évidemment sur les mots et Ronsard va quitter Paris juste à temps. C'est au château de Médan, qui est la propriété d'un de ses amis, que la brigade se retrouve pendant les beaux mois de l'année 1551 et on parle des projets des uns et des autres. On est juste avant que Michel de l'Hôpital à l'époque n'est pas encore chancelier de France, il essaie de rapprocher Mélin de Saint-Gelais et Ronsard. Il aimerait que tout ce monde-là s'entende au lieu de s'écharper. Il déplore que d'aussi grands talents se dispersent dans des petites bassesses au lieu de mettre en avant leur génie. Il y a un autre poète qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui qui s'appelle Guillaume des Hôtels qui va écrire un long poème pour essayer de rapprocher les deux écoles et rapprocher les deux poètes aussi. Voici la dernière des strophes de ce poème de Guillaume des Hôtels. Comment pourrait ce mortel fiel abreuver ta gracieuse âme? Ô Mélin, Mélin, tout de miel, Mélin, toujours loin de tel blâme. Et toi, divin Ronsard, comment pourrait ton haut entendement s'abaisser à ce vil courage? Le chant des muses est bien grand, autre que vous encore prend son droit en si bel héritage. Mais vous avez la meilleure part, si maintenant je l'avais telle, je ferais la paix immortelle de Saint-Gelais et de Ronsard. Ces manœuvres vont être réussites, puisqu'on va réussir à les réconcilier, ces deux-là. Mélin adresse un sonnet flatteur qui va être inséré à la tête de la réédition de ses propres sonnets en 1553, et voilà comment Henri II va être amené à considérer un peu autrement ce jeune poète, là, ce fameux Pierre de Ronsard qui continue d'osciller entre éloge et exigence vis-à-vis d'un monarque auquel il demande beaucoup. Ronsard aimerait connaître comment dire, il voudrait avoir le prestige d'une grande nomination à la cour. D'abord, ça lui procurerait quelques revenus. Il voudrait voir, je cite, sa lyre crossée. Mais la nomination en question se fait attendre et Ronsard continue d'écrire des poèmes d'amour en attendant. Il fait paraître ses premiers vers qui déjà s'était emparé de ce sujet. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette véprée, les plis de sa robe pourprée, et son teint au vôtre pareil. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors c'est vrai qu'à la cour, on commence maintenant à parler de Ronsard, que les poètes de la Pléiade eux-mêmes, puisqu'on peut ainsi dire maintenant, ont proclamé prince des poètes et qui continuent d'écrire des odes, les poèmes amoureux qui viennent compléter les premières odes. En 1554, Henri II reconnaît son talent, il trouve qu'il y a quelque chose de neuf dans cette poésie. Il va signer un privilège exceptionnel qui déclare Ronsard nouveau Pindare et nouvel Horace. Ça pourrait presque faire sourire, ça, mais ça n'est pas du tout neutre. Il s'agit bel et bien, voyez, d'inscrire les poètes français dans la lignée des grands poètes de cour latins.
Ronsard aimerait voir davantage de profits tomber de la poche du monarque néanmoins, et en août 1556, il reçoit les bénéfices du prieuré conventuel de Saint-Jean de Caules, qui se trouve dans le département actuel de la Dordogne. N'oubliez pas qu'on est dans la période de la mise en commande des abbayes et que donc ça permet d'obtenir des revenus pour un certain nombre de personnes de la cour. Ronsard attend davantage, les jours se suivent et se ressemblent, il raconte son quotidien, il le fait en vers, ai-je besoin de vous dire. Mais veillant au matin, devant que faire rien, j'invoque l'Éternel, le Père de tout bien, le priant humblement de me donner sa grâce et que le jour naissant sans l'offenser se passe, qu'il chasse toute secte et toute erreur de moi, qu'il me veuille garder en ma première fois sans entreprendre rien qui blesse ma province, très humble observateur des lois et de mon prince. Après, je sors du lit, et quand je suis vêtu, je me range à l'étude et apprends la vertu, composant et lisant, suivant ma destinée qui cédait mon enfance aux muses inclinées. 4 ou 5 heures, seul, je me tiens enfermé, puis, sentant mon esprit de trop lire assommé, j'abandonne le livre et m'en vais à l'église. Au retour, pour plaisir, 1 heure je le vise. De là, je viens dîner, faisant sobre repas. Je rends grâces à Dieu. Au reste, je m'ébats. Franck Ferrand sur Radio Classique. Saint-Gelais va mourir en 1558 et alors maintenant, Ronsard n'a plus personne devant lui. Il est premier à la cour en janvier 59 et il est fait conseiller aumônier d'Henri II. Le souverain apprécie le projet dans lequel Ronsard s'est lancé, la fameuse Franciade, long poème françois, propre à illustrer l'épopée de la langue nationale. Ronsard avait commencé ce projet 9 ans plus tôt et Henri II le motive maintenant à aller au bout. Sauf que, est-ce que j'ai besoin de vous dire ce qui va se passer, hein ? Vous savez qu'il y a ce grand double mariage entre Élisabeth de France et Philippe II d'Espagne, et Marguerite de France et le duc de Savoie. Et à l'occasion de ce double mariage, on organise le fameux tournoi des Tournelles à l'été 1559, rue Saint-Antoine. Et vous savez ce qui va se passer, bien entendu, hein ? La lance de Montgomery qui vient se ficher dans le casque mal ajusté du roi, et qui vient lui traverser le crâne de part en part avec des esquilles que M. Ambroise Paré n'arrivera pas à retirer du crâne royal. Terrible agonie, 9 jours et 9 nuits d'une agonie sinistre, et Ronsard va perdre dans l'occasion son protecteur. Oh, disons les choses, il va se montrer un petit peu ingrat à l'égard d'Henri II, puisque à partir du moment où le roi est mort, il ne fera plus un seul éloge, plus une seule évocation ou regret. Il reprochera à la vérité à Henri II d'avoir beaucoup tardé à reconnaître son talent et d'avoir attendu que la grande bisbille avec Saint-Gelais soit définitivement enterrée pour commencer à jeter un œil, et encore un œil torve, sur Ronsard qui a, comme vous l'avez compris, une certaine susceptibilité et qui poursuivra Henri II d'une sorte de regret. Désormais, le poète va se tourner vers le nouvel homme fort du régime, si j'ose dire, vers celle qui, en tout cas, est en train de prendre les rênes du pouvoir, l'épouse, la veuve d'Henri II, Catherine, bien sûr, la reine Catherine, née Médicis, qui va accompagner sur le trône ses 3 fils, François II, qui régnera très peu de temps, vous le savez, puis Charles IX, bien sûr, avant Henri III. Ronsard va devoir jongler maintenant entre tous ces monarques. Il va traverser un certain nombre de déserts, mais rapidement, la place qui devait être la sienne sera reconnue. Ronsard s'éteindra 26 années seulement après Henri II, en 1585, à l'âge de 61 ans. Je vous cite son dernier sonnet, si vous voulez. « Je chantais ces sonnets, amoureux d'une Hélène, en ce funeste mois que mon prince mourut, je sentis dans le cœur 2 diverses douleurs, la rigueur de madame et la rigueur enclose du roi que j'adorais pour ses rares valeurs. La vivante et le mort, tout malheur me propose, l'un aime les regrets et l'autre aime les pleurs, car l'amour et la mort n'est qu'une même chose. »
Vous écoutez Radio Classique.